Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Adamou Mohamed, a entamé une tournée à l'intérieur du pays. Zender a constitué la première étape de cette tournée ministérielle qui porte sur la desserte des populations en eau potable. Le résumé avec Adam Soumana. La capitale du Damagaram, Zender, constitue la première étape de cette tournée en profondeur du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Adamou Mohamed, pour constater de visu les conditions de desserte de la population en eau potable et les difficultés y afférentes afin d'y remédier. Ainsi, le ministre et sa délégation s'est aussitôt rendu dans la commune rurale de Gogo, située à une trentaine de kilomètres de Zender, pour s'enquérir des conditions de travail des agents et l'état des équipements de la station de pompage installée dans cette localité depuis 1955. Cette station, ravitaillée par les eaux pluviales, dispose de 25 forages pour une capacité de 6000 m3 d'eau par jour. Elle permet de ravitailler Zender en eau potable en toute période. Les conditions de son fonctionnement ont fait l'objet d'une explication détaillée de la part des responsables de la société d'exploitation des eaux du Niger au ministre Adamou Mohamed, qui s'est par la suite transporté à Arongunza. Cette localité située à 25 km de Zender abrite à son tour une station forte de 14 forages et 2 pompes de refoulement permettant de ravitailler Zender et ses alentours avec une capacité de 45 000 m3 d'eau par jour. À ce niveau, des difficultés ont été relevées au ministre, à savoir la fourniture de l'énergie électrique et le vieillissement des forages qui perturbent la production. Mais selon les responsables de la société d'exploitation des eaux du Niger et de la société de patrimoine des eaux du Niger, des efforts ont été consentis et ont permis le renouvellement de cette forage. La suite de cette visite marathon a conduit le ministre Adamou Mohamed à 45 km de Zender, plus précisément à la station de pompage de Ganaram. La dite station, inaugurée en 2017, a une capacité de pompage de 11 000 m3 jour et dispose de 23 forages, dont 21 fonctionnels, un non équipé et un autre abandonné. La station de Ganaram, c'est aussi 5 pompes de refoulement pour une capacité de retenue de 1000 m3 d'eau par jour, d'après les explications fournies au ministre par les responsables de la Seine qui ont par la même occasion notifié le vandalisme opéré sur ces équipements par les populations. Le réservoir numéro 4, situé à hauteur de la ville de Zender, a constitué la 4e étape de cette mission ministérielle. Un réservoir dont la capacité de stockage est de 3000 m3 d'eau. C'est au niveau du réservoir 3 de la ville qu'a pris fin la première journée de visite pour le ministre Adamou Mohamed et sa délégation. La campagne agricole s'installe progressivement au Niger. Comment est-ce que cette campagne se prépare du côté de la plateforme paysanne du Niger? Quelles sont les difficultés que rencontrent ces paysans et quelles sont leurs attentes par rapport à l'État et les partenaires techniques et financiers? Élément de réponse dans ce texte avec Jibou Banya, président de cette plateforme paysanne. Quand on parle de campagne, il y a d'abord le travail que nous faisons en termes d'information et de sensibilisation. Les premières actions, c'est d'abord comment faire en sorte que les conflits champêtres ne puissent pas causer trop de dégâts. Parce que c'est en début d'hivernage que vous constatez qu'il y a des conflits entre agriculteurs et agriculteurs autour. C'est mon champ, ce n'est pas ton champ, c'est les limites qui ont été dépassées. Ou parfois, c'est là où on attaque les aires de pâturage ou les couloirs de passage. Ou c'est parfois là où il y a des conflits entre les éleveurs et les éleveurs ou éleveurs agriculteurs. Donc nous essayons de conseiller les gens pour que les gens trouvent les mécanismes, les bons mécanismes pour éviter des conflits qui peuvent coûter la vie à des humains. Ça, c'est le premier niveau d'activité. Le deuxième niveau d'activité, c'est d'abord par rapport à la campagne elle-même. Nous suivons d'abord les informations de la direction de la météo, qui parfois nous dit la campagne va être précoce, ou la campagne va être pluvieuse, ou la campagne va être ceci ou cela. Donc, en fonction de l'information que nous avons, nous prenons l'information, nous la traitons dans un langage que les paysans comprennent ou que les éleveurs comprennent ou que les pêcheurs comprennent pour leur dire voilà les orientations qui ont été données cette année. Par exemple, par rapport à la campagne cette année, ils ont dit qu'elle va être précoce. Si elle va être précoce, donc ça veut dire que les producteurs doivent s'organiser pour avoir des semences rapidement.
Deuxièmement, ils ont donné des indications par rapport à certaines localités pour dire que ça va être plus pluvieux par là, ça va être en retard par là, ça va aller plus loin par là. Donc là aussi, nous disons aux gens, voilà l'information que nous avons, mais c'est en termes de prévision. Ce n'est pas dit que ça va être exactement ça, mais on pense que ça va être comme ça. Donc en fonction de ce que nous dit, là aussi, nous orientons les gens et c'est ce que nous avons fait. Troisième niveau d'information, c'est par rapport à l'insécurité ou par rapport à la sécurité alimentaire. Vous savez que ça fait des années, on a des agriculteurs qui ne cultivent plus à cause de l'insécurité. Ils ont quitté leur champ, ils ont quitté leur village. Donc à ce niveau, ce que nous donnons comme conseil, c'est que nous demandons à l'État de trouver les moyens pour sécuriser les gens, pour faire en sorte que les gens retournent dans les zones de production. Je sais que ce n'est pas facile, nous le savons très bien, mais nous savons qu'il y a des efforts. Nous saluons vraiment les efforts qui sont en train d'être faits, mais nous pensons encore qu'il va falloir trouver d'autres mécanismes pour que la stabilité, la quiétude sociale puisse revenir, pour que les gens puissent aller travailler dans leurs champs. Et ceci est valable aussi pour les éleveurs. Vous savez, les zones de pâturage, avant, c'était au nord. Maintenant, on ne peut plus y aller. Donc, il y a une concentration entre l'agriculture et l'élevage. Donc, naturellement, il va y avoir aussi des conflits. Là aussi, nous essayons de demander comment l'État puisse aider les gens pour que les gens puissent avoir de quoi travailler, les gens puissent avoir du son pour nourrir les animaux. Bon, les gens puissent accéder à des semences parce que compte tenu des aléas climatiques, les semences qu'on avait, qui avaient besoin de 3 mois, 4 mois de pluie, maintenant ce n'est plus possible. Donc comment faire en sorte qu'on puisse accéder à des semences de qualité, mais surtout des semences qui s'adaptent à notre contexte. Voilà des activités. Bon, nous demandons en tout cas à l'État de venir en soutien, nous demandons aux partenaires de soutenir nos États, nous demandons aussi à nos organisations aussi, chacune n'a qu'à voir ses partenaires pour mobiliser, pour aller vers la population qui continue encore de souffrir. Bon, évidemment, les questions de financement aussi. Vous nous avez entendu faire du bruit autour de la Bagri. C'est la seule banque agricole que nous avons aujourd'hui qui est menacée. Nous nous battons pour que les producteurs puissent se mobiliser pour sauver, en tout cas, cette banque qui est notre patrimoine à nous. Parce que si nous n'avons pas un mécanisme de financement, il va être extrêmement difficile pour le monde rural. Donc c'est pour cela, les questions de financement, nous discutons, nous prenons des dispositions, nous engageons nos gens et nous nous mobilisons pour que la campagne là, puisse être une bonne campagne et nous prions pour qu'effectivement la campagne soit une bonne campagne. Depuis un certain temps, on assiste à une recrudescence de l'insécurité dans la ville de Niamey, de l'attaque de la maison du président de l'Assemblée nationale à celle d'hier au quartier Bukoti, d'une société de vente d'or en passant par quelques boutiques de commerce attaquées. Une situation qui inquiète à plus d'un titre les citoyens qui se posent 1001 questions. Suivons leur réaction. L'État a cessé d'exister en tant que pouvoir supra, ça veut dire au-dessus de la société. L'État a perdu sa force. Le problème, ce n'est pas qu'on attaque. On peut attaquer, même aux États-Unis ça se fait, mais celui qui attaque est aussitôt appréhendé. C'est ça la question. Pourquoi on attaque et on répare sans être pris? Pourquoi? Ça veut dire que c'est l'absence de l'État, c'est la fragilité de l'État et c'est désolant et c'est révoltant. Nous n'avons pas... Bon, sinon on n'attend pas plus que ça à un pouvoir usurpé, hein, parce qu'eux-mêmes ils se cherchent. Eux-mêmes ils sont confinés dans leur bureau, ils ne peuvent même pas descendre dans la rue à côté de la population, ils ne peuvent pas compatir parce qu'ils ont passé par le même moyen, peu orthodoxe et peu conventionnel pour arriver au sommet de l'État. Et donc c'est normal que la criminalité se décentralise maintenant. Nous avons compris les différentes politiques qui ont été développées qui consistent à juste créer des comptes de divertissement aux jeunes, des comptes de prise d'alcool, de prise de drogue aux jeunes. Je parle en l'occurrence des places publiques qui aujourd'hui les hommes ont pensé, au lieu de faire des marchés, au lieu de créer des comptes de business pour avoir de l'emploi aux jeunes, ils ont préféré créer des comptes de distraction, de prise d'alcool, des bars à l'air libre et que les jeunes aujourd'hui, après la prise de ces drogues, ils peuvent faire tout acte. Aujourd'hui, aucun système n'est créé pour l'enfant de pauvre pour qu'il puisse avoir un boulot.
si ton papa n'a jamais été quelqu'un, ta mère n'a jamais été quelqu'un, ta famille n'est rien, tu ne seras rien au Niger. Nous le connaissons tous. Le moindre emploi, même le moindre emploi qu'on peut estimer, ce n'est pas pour jeter un autre travail, mais l'histoire de sécurité, de gardiennage. Si on ne te connaît pas là-bas, on ne te prend pas. La mission principale d'un État, c'est la sécurité de ses citoyens. Si aujourd'hui, on se pose la question, malgré la question terroriste qui menace, n'est-ce pas, les pays africains, que le Niger ou la capitale Niamey se livre à ce genre de pratiques, je pense qu'il y a des questions qu'on doit se poser à ce niveau. C'est très dangereux pour la population et c'est très dangereux pour tout le monde. Aujourd'hui, un État comme le Niger, à Niamey, un individu, un inconnu peut circuler avec des armes pour attaquer un citoyen lambda. Alors, on se pose la question, où est-ce qu'on est avec les terroristes là, qui sont là pour faire du mal, que ce n'est pas le matériel qui les intéresse, mais c'est pour faire du mal. Ces questions, on doit les poser. Et je pense que l'État doit prendre ses responsabilités parce qu'il s'agit exclusivement de la responsabilité de l'État qu'on puisse surmonter cela. Si aujourd'hui le terroriste qui a Tilaberi observe qu'un individu peut circuler avec des armes, attaquer les gens, alors qu'est-ce qu'il va se dire de Niamey? Ils vont se dire que c'est un terrain libre, c'est un terrain conquis et qu'ils peuvent s'introduire dedans. Et quand ils vont le faire, je pense que les regrets, ça va être très immense. Niamey, la capitale, fait face depuis un certain temps Niamey, la capitale, a fait depuis un certain temps face à un phénomène d'enlèvement d'enfants. Cette situation doit interpeller les autorités de la ville. Suivez à ce sujet le témoignage du père d'une jeune fille enlevée depuis le vendredi dernier. Entre 13h et 13h30. Ingano nyak fosini na don ton chadian dayang dama dan crédit portable da daga no din no ko filin wasan kigi chadian wonera 13 ramo ni be boray ga habo da ko jumma do daga no ni ko ciya garai ka kagam kale de hare no din no idiranda ganda ko ci kai ne o kandi ay cabaran seso iborin kawo no ko ciawo du ga kafu me boro ibisanda ko ciawo ay koy kom seri kuddo za han ka hanate halba ay gaka ay ne bero mu koy central kaci après vendredi 20h ay ne ko ciace ay duwa ni faham amma asisalam me 20h wora agoga salan ay sai mene ummu daga borfono gogane amasi inga maci anay mun portable no nga nya se ay sinyo ngojere halay ga tonyo ngodo an portable wi ay mani yega duwa koyne amma minti ere ka ere kulu ay ga ce portable go yanti dimans ay tun koy komisariya tallaje koyne kabisa koy avion so boray din tayse kun hannay ine ay maka tallaje boray din no gonda hay kan dina te iga samba ertel boray se zade kan irkoyte dina ce igadwa igilamba dan isbe close ni gine dina te kuddite sai igadwa irkoyte go no din tallaje bumbo komisariya ra kale ko ciace ay duwa kai du ko cia ay ci se wallahi ba su ay du ko cia ina limora sambu dai bumbo wana ina hambagar ne koy 18h il koy gin arte dangay du ertel boray do jawabi igin kici ngay se nan kago ayye ana ise wallahi zair koyte gayna samba ertel boray manan ngay no jawabi iye ga tiren te gano ayse ay PGM ji safo central afo DST afo ikul ay konde bi susubo de mo boyen worade ayegi kul gana ay mamma yoje kulu zamla bo asikanu din sinda ni sibor bay ni hay pulsite ay gogi chek koy za police jinbore ga za ministre de l'intérieur il koy se zankay dira agoga ba ima al umma fa ba balle ko chokan telefon gase telefon wo kai im ko ertel tilesandi ima bay windi forano ko ciago ba ko ciabu no nongo kan ce ngote ihim ka boray dinda entourage imi tilesandi ko ciakatare.
La situation sécuritaire délétère dans la région de Tillabéri a conduit de nombreuses familles à fuir, à l'exemple des habitants de plusieurs villages du département de Torodi qui se sont déplacés pour se réfugier dans la commune de Torodi. Le reportage est signé Ismaël Moumouni et Nasser Saïdou. La situation sécuritaire délétère dans la région de Tillabéri a conduit de nombreuses familles à quitter leur foyer. Des hommes armés non étatiques mènent des attaques occasionnant de nombreux dégâts. Un chef du village et 4 autres de ses administrés sont froidement abattus par des terroristes venus à bord de motos le 13 mai dernier à Bolsi 1. Ce dernier est un village situé dans le département du Torodi. Un des témoins oculaires retrace l'histoire. Juma banengo banda ika goro ihon windera kalzanke zurgne se hay wallahi porpore go zur ko hurwinde ko rala bindey ine se hay imi bonceci albore medame bora medame zaku dor huwela ko kotugo egu te hu kakahu isbega huwe fuye gudu bore ko konde gengen fonnola non ni du bamme robumbo itol fonenge hon me jirase ne me jirase nge du bore kange ka ceeci bore kul kanga du din kula mi wipat bora kango ke bore ba ane wallahi bore ba me jira kango tol fene me jir fa se kango ke bore ba gumugumo anam suban bore la ine he fono cindi ina marjuno songo ya cine ine guri hinzun min twaranka ine matibe ka guri hinzun min twaranka ne o ine to guri gur taki bo ku kange gar ko rala wallahi nge gawi nan kay kon jama bore man to baba ba sanda de ndu garo woni do kan imam al fessintino hey gokiwi. La cruauté des terroristes a contraint plusieurs villages à se vider de leur substance humaine dans le département de Torodi. La psychose due aux menaces de mort a amené ces villageois à se déplacer en grand nombre pour venir se réfugier dans le chef-lieu du département. Ces déplacés internes qui sont arrivés à Torodi à la date d'hier, en tout cas les équipes de recensement ont dénombré 793 ménages pour 5450 personnes. Ça c'est à la date d'hier à 18h. Depuis leur arrivée en tout cas le dimanche 15, les autorités au niveau local, on a lancé un appel à une solidarité pour que les uns et les autres puissent apporter une assistance urgente à ces déplacés. Et Dieu merci, les populations de la commune de Torodi ont répondu favorablement. Les ressortissants de Torodi qui sont basés à Niamey, les gens de la diaspora de Torodi, certaines bonnes volontés et surtout l'État. C'est plus de 15 000 personnes qui sont affectées par cette situation insécuritaire dans le département de Torodi. Ce sont ainsi donc des milliers de personnes qui ont fui leur terre. Ils nous ont dit de quitter le village sans aucune raison. On ne sait pas pourquoi. Il était venu à Bolsi après la prière du Juma. Après la prière, ensuite, ils ont tué 5 personnes là-bas et ils nous ont dit de quitter d'ici le soir. Et on a quitté. Les bandits nous ont dit de quitter, sinon ils vont tous nous tuer comme les autres. On a fui pour sauver nos filles. En dehors des habits que nous portons, on n'a rien. Les bandits ont saccagé les boutiques, brûlé nos greniers et emporté nos bétails. Pour gérer cette situation de déplacés internes, l'État a développé des mécanismes selon le préfet du département. Le cabinet du Premier ministre, sur instruction personnelle du chef de l'État, a mis à la disposition de notre département 130 tonnes de vivres, donc composés de riz et du mil, et 2600 litres d'huile, donc qui sont répartis entre la commune de Torodi et la commune de Makalondi. Vous voyez, nous sommes là en train de réceptionner les vivres que le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a bien voulu mettre à cette population
pour essayer d'alléger un peu leur souffrance. Et c'est dans ce cadre, on est là donc pour la commune de Torodi en train de réceptionner 16,5 tonnes de mil, 16,5 tonnes de riz et 600 litres d'huile. La même opération de réception est en train de se passer présentement à Makalondi. Je viens de terminer avec le maire au téléphone. Il est en train de réceptionner la même quantité au niveau de Makalondi. Pour vous dire que l'État a pris toutes ses responsabilités et l'État du Niger est solidaire avec ses enfants que l'insécurité civile grandissante ces derniers jours a amené ici. Les terroristes disposent des complices parmi les populations. Les personnes qu'ils tuent à bout portant, pendant leur descente dans les villages, ne sont pas choisies au hasard. Ce que d'ailleurs confirme ce rescapé du drame de Bolsi 1, où un chef du village et 4 autres de ses administrés sont froidement abattus par des terroristes. Wallahi igibe zama ba bole kankadin kwari je gwara o zama mbay ikondano zama bole ngo no kan go koira la kayinde da non tuferi ya danga bin bolsi dugne bole won isu bole be igme gero be bole won kan wi bommo be bole kan man tu bole kay man wi moy da igibe. Depuis le début de l'année 2021, une recrudescence de violences et ou attaques de grande ampleur contre les populations civiles ont été arrêtées dans la région de Tillabéri. Ces violences sont souvent accompagnées par des vols ou pillages des ressources et des bétails, aggravant ainsi la situation de vulnérabilité des populations en les dépouillant de leurs moyens de survie. Cérémonie de passation de témoins cet après-midi entre le secrétaire général sortant et celui entrant du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. La cérémonie s'est déroulée au siège du syndicat en présence de plusieurs invités. Le compte rendu avec Arieta Salah et Ibrahim Abdou. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à SINASEB a tenu du 20 au 21 mai dernier son 5e congrès statutaire à Maradi. Congrès à l'issue duquel M. Issoufou Chérif est élu nouveau secrétaire général du SINASEB pour un mandat de 4 ans. La présente cérémonie est celle de passation des témoins entre l'ancien secrétaire général du SINASEB, Munkaila Halidou, et le nouveau shérif Issoufou. Au cours de cette passation, Munkaila Halidou, qui a géré le SINASEB d'une main de fer pendant des années, a remercié la base pour tous les soutiens qu'elle lui a apportés et a prodigué des sages conseils au nouveau secrétaire général du SINASEB, Issoufou Chérif. Pour nous aujourd'hui, nous allons passer officiellement le témoin et installer le bureau pour que, dès cet instant, que le bureau puisse déjà commencer ses propres activités. Nous ne doutons pas des hommes qui animent ce bureau aujourd'hui, pour avoir travaillé avec la plupart d'entre eux. Nous avons évolué ensemble avec eux dans l'organisation. Je ne peux que prier Dieu pour que le bureau réussisse là où nous avons échoué. Et que Dieu aide ces hommes et ces femmes à prendre beaucoup de hauteur et à faire un dépassement de soi. Je ne vous apprends rien, mais gérer une organisation comme le SINASEB, ce n'est vraiment pas chose facile. Il faut beaucoup de choses. Il faut mettre, en tout cas, tu seras obligé de t'oublier à un moment et de ne mettre en avant que l'intérêt de l'organisation, mais aussi des militantes et des militants. À Issoufou Chérif, le nouveau secrétaire général du SINASEB, de demander à la base de le soutenir pour mener à bien sa mission. Je n'ai pas de doute pour le travail que notre équipe et même l'ensemble des camarades militants et militantes du SINASEB le travail qu'ils vont abattre pendant ces 4 années de mandat, n'est-ce pas, pour le grand défi qui nous attend. Nous allons prendre service, n'est-ce pas, dans un contexte où tout est priorité. On ne peut pas dire qu'il y a une priorité plus qu'une autre dans le secteur éducatif aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire grand-chose, sauf que nous allons seulement vous demander des prières. Parce que personne ne peut dire qu'il peut. On ne va voir le pouvoir de ces exercices qu'après les 4 années de mise en œuvre.
Le bureau de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Niger a saisi cette occasion pour présenter à la dynamique des enseignants ses condoléances suite au décès de leur camarade Moussa Issoufou Dankandé, assassiné par son élève. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.